Bonjour Yamina. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. On va échanger ensemble dans le cadre d'un podcast qui s'appelle Et demain. L'idée, c'est de donner la parole à des hommes et des femmes qui sont engagés dans un domaine, alors comprendre un peu leur parcours, comprendre comment ils en sont arrivés là, et puis leur demander aussi de nous donner des clés de lecture, des clés sur ce que ça pourrait être demain, le domaine dans lequel aujourd'hui ils sont, sachant que aujourd'hui on va parler d'un domaine particulier parce qu'on va parler du domaine associatif, et évidemment te laisser en dire un petit peu plus après. Première question, qui es-tu? Présente-toi, on t'écoute. Alors, moi c'est Yamina Aïssa Abdi. Je suis native de Châtellerault, de la plaine d'Auzon, et j'arrive à Toulouse dans le quartier Isard-Trois-Cocus en 97. Voilà, je suis maman de 5 enfants, j'ai 50 ans, et je me suis lancée dans le domaine associatif à partir de 2011. Super. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur Yamina, plus petite et jusqu'à aujourd'hui? Oui, ben moi, plus petite, j'ai toujours été timide, réservée. Je faisais pas trop parler de moi, j'étais toujours effacée. Et puis j'étais la fille sérieuse qui aidait beaucoup sa maman, parce que mon père travaillait du coup à Paris. Donc j'accompagnais ma mère aussi pour l'accompagner dans les tâches de la maison et puis s'occuper de mes frères et sœurs. Super. Voilà. Tu as parlé de faire de l'associatif depuis 2011. Ouais. Avant l'associatif, Avant, j'étais gestionnaire en prestations santé et gestionnaire de centre dentaire. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur prestations santé, c'est dans les mutuelles. Et tu traites tous les actes médicaux. Et gestionnaire de centre dentaire, c'était à Mutami, gestion des centres dentaires. Beaucoup dans la gestion, pareil, traitement des actes médicaux et relations avec les clients et les patients et fournisseurs. Et en 2011, tu décides de basculer dans le monde associatif. En 2011, qu'est-ce qui se passe? En fait, moi j'habite le quartier Isard-Trois-Cocus. C'est au moment de la rénovation urbaine. C'est au moment où il y a destruction des bâtiments. Et puis c'est le moment aussi où il existait du deal sur le quartier. Et cette rénovation urbaine, elle déstabilise un peu tout ça. Et donc on a nos enfants, donc on est plusieurs mamans du quartier, on a nos enfants, dont des garçons. Et on s'inquiète un peu de leur devenir, parce qu'on a le deal qui vient dans notre immeuble, du coup. On a le deal qui arrive dans notre immeuble, et ça nous inquiète. Et c'est le moment où il y a beaucoup de concertations autour de la rénovation urbaine, donc par la mairie de Toulouse. Et dans ces concertations, on y va pour les interroger sur notre sécurité. Et eux, dans leur tête, c'est on va s'occuper d'abord de la rénovation urbaine, et puis la sécurité, c'est après. Et donc moi, je suis un peu la fille qui va aller taper du poing sur la table pour réclamer notre sécurité, du coup. Là, on n'est pas encore dans le basculement du monde associatif, c'est l'événement déclencheur. Et qu'est-ce qui fait, du coup, suite à ça, que tu bascules concrètement dans le monde associatif? Je bascule dans le monde associatif, justement, au moment de la rénovation urbaine. Tu vois, il y a la destruction des bâtiments, il y a la délocalisation des habitants. Donc, des habitants qui habitaient ces bâtiments sont délocalisés soit dans le quartier d'à côté, soit complètement ailleurs. Et si tu veux, il y a le lien social qui disparaît. Il y a des événements violents qui apparaissent. Et du coup, on s'inquiète, nous, du devenir de nos enfants et de l'environnement dans lequel on vit. Moi, j'habitais un immeuble où, en bas, on avait un centre médico-pédopsychiatre, donc en bas d'immeuble, qui déserte, qui part parce que c'est dangereux. Et on avait le bailleur Toulouse Métropole Habitat qui avait ses locaux à l'intérieur, qui passait le hall pour accéder à ces locaux. Et du coup, ils se sont fait une entrée à l'extérieur. Et du coup, restait que les habitants livrés à eux-mêmes. Et là, je me suis dit, c'est pas juste. C'est pas juste, on est livrés à nous-mêmes. Et c'est à ce moment que je vais dans ces réunions de concertation pour taper du poing sur la table.
Quand tu vas taper du poing sur la table, t'es pas encore à la tête ou adhérente d'une association. Tu es toujours sur ton activité professionnelle, Ouais. mais tu vas aussi en tant que maman habitante du quartier qui s'inquiète de cette perte du lien social, peut-être aussi de cette perte de ce qui fait la solidarité des quartiers. Comment c'est perçu au début? Comment ça fonctionne les échanges avec les gens qui organisent les réunions de concertation? Je gêne. Je gêne parce que les réunions de concertation, c'est pour penser ce qu'on va mettre, ce qu'on va installer dans le quartier. Les plans sont déjà pensés, c'est juste pour te dire où tu vas installer un banc, où tu vas mettre des arbres. C'est vraiment que ça. Et moi, ça m'énervait parce qu'il y avait cette injustice par rapport à nous, et par rapport à notre situation, et par rapport à notre sécurité. Le terme concertation, il n'est pas bien choisi. C'est réunion d'information pour vous dire comment ça va se passer. Ouais, c'est ça. Ouais, bon, on met les jolis mots pour... On met les jolis mots pour... Mais voilà, moi, ce qui m'importait, c'était vraiment notre sécurité. Et la sécurité de nos enfants, et la sécurité des habitants du quartier, et voilà. Et cette injustice. Et du coup, donc, il y a ces réunions... Il y a du mécontentement. Du coup, il y a ces réunions, il y a du mécontentement, il y a des événements violents qui apparaissent. Et, quand tu parles d'événements violents, c'est au niveau des habitants, c'est des gens d'extérieur qui viennent profiter de... Oui, en fait, c'est un tout. C'est un tout qui fait que les gens sont méfiants les uns envers les autres. Et voilà, il se passe des disputes, des violences entre des jeunes, voilà. C'est ce qui fait que mais voilà, ça devient malsain et puis on s'inquiète pour nos enfants parce que ça se passe en bas d'immeuble. C'est quoi la réaction des élus lorsque vous partagez qu'il y a de la violence dans le quartier et que vous vous sentez toujours qu'ils essayent de faire leur possible, mais c'est jamais assez. Ok. Pour la petite anecdote, j'ai rencontré un anthropologue en 2013, je crois, ou 2014, un truc comme ça. Et il me dit, depuis 2011, je suis là, sur le quartier et tout. Je dis, mais 2011, comment ça se fait qu'on ne vous connaît pas? Il me dit, oui, mais j'ai été appelé par la mairie pour travailler avec les travailleurs sociaux. Je dis, les habitants, la sécurité des habitants, ça va, ça vous parle un peu? Et c'est pour ça que je me dis, cette injustice, voilà, c'est ce qui m'a animée, quoi. C'est ce qui m'a animée, c'est ce qui a fait que je me suis mobilisée. On a mis de côté la gentille petite fille dont tu parlais. Là, j'étais... Là, j'étais en colère, j'avais la rage, j'en voulais à tout le monde, malgré que je me disais qu'on a tous une part de responsabilité. Ça, c'était la base de mon discours. On a tous une part de responsabilité, mais chacun à son niveau. Et nous, on faisait notre possible à notre niveau, ce que je pensais que la mairie ne faisait pas à son niveau. Alors quand tu dis ce que tu pensais, c'est parce qu'après tu as changé d'avis ou... Non, ce que j'ai toujours dit et ce que j'ai toujours tenu comme propos. L'injustice, forcément, elle vient réveiller aussi des émotions, des choses, et c'est tout à fait normal, et c'est même sain, je pense, d'avoir ce type de réaction-là. Oui, il y a un partage des responsabilités, mais quand tu te sens isolé, esselé, et que tu vois bien qu'à côté les gens s'en foutent complètement, ça amène ces mouvements citoyens. Puis, l'histoire de France est remplie de mouvements citoyens. Exactement. T'es accompagné par d'autres habitants, des mamans, des papas, des plus jeunes, des moins jeunes? Je suis beaucoup... on a beaucoup le réseau des mamans, du coup. Si tu veux, quand le local a été déserté par le centre médico-pédopsychiatre, on a voulu l'utiliser pour ouvrir un accueil, en fait, pour les habitants. Parce qu'on avait besoin de les voir, de les entendre, de les écouter, de s'organiser. Et ce qu'avait fait la mairie, c'est qu'elle venait nous ouvrir les locaux et elle venait fermer les locaux. Si tu veux, même en tant qu'association, on n'avait même pas le droit d'avoir les clés de ces locaux. Tu vois, la confiance... Oui, puis c'est de l'infantilisation au maximum. Ouais, c'est ça. T'es habitant, mais en fait, t'es rien. T'es habitant, mais t'as pas ton mot à dire. T'es habitant, mais on garde la main sur toi. Et c'est ce qui me dérangeait aussi beaucoup. Et là, à ce moment où tu te réunis dans ce local, c'est officiellement une association? Tu es toujours donc on a créé, on a été un peu accompagné par le responsable du centre culturel,
qui nous a accompagnés pour monter cet asso. Parce que tu vois, moi, je ne connaissais rien à l'associatif, hein, je ne connaissais rien du tout. Et il nous a accompagnés pour monter cet asso qu'on a monté en octobre 2013, donc Isar Attitude, qui est cofondé par 3 mamans, donc moi et 2 autres mamans du quartier. On avait les enfants, ils n'avaient pas le même âge, ils n'étaient pas dans le même stade de décrochage et tout ça, mais voilà, on s'inquiétait énormément, donc voilà, on a monté cet asso, mais c'était un peu, toi t'es présidente, toi t'es secrétaire, toi t'es... Oui, tu te répartis les tâches, ouais, mais tu sais pas encore ce que ça va donner. Tu sais pas où tu vas, tu sais rien du tout. Mais il faut y aller, quoi. Mais il faut y aller, quoi. On était vraiment dans l'urgence. Et l'événement déclencheur qui a fait que on ne pouvait plus faire marche arrière, c'est fusillade à la Kalachnikov dans notre immeuble. Et décès d'un jeune de notre quartier, décès d'un jeune d'une de mes voisines. Ça, c'est après 2013 ? Ça, c'est le 8 décembre 2013. Ouais, tu te souviens même de la date précise. Ouais. Mais... Ok. Et à ce moment-là, il y a une accélération du temps passé dans l'association, il y a une accélération de la mobilisation des... À ce moment-là, ouais, c'est vraiment un événement choc. C'est vraiment c'est très fort, c'est très violent, c'est très choquant. Et ouais, à ce moment-là, on s'est dit, c'est vraiment le premier événement qui a fait qu'il y en a eu plusieurs derrière. Mais qui a fait que voilà, on était dans une autre dimension. Toi, tu arrives en 97, donc entre 97 et 2015, tu as senti en fait ce climat s'embraser. Non, en 97, quand je suis arrivée, c'était vraiment l'ambiance village, c'était sympa. Tu vois, tu avais les gamins qui jouaient en bas d'immeubles, ça jouait au ballon, tu avais les parents qui surveillaient leurs enfants. Tu vois, c'était vraiment l'ambiance village, c'était serein, c'était bienveillant. Et puis petit à petit, les choses ont fait que ça s'est dégradé et qu'on en arrive à des situations comme celle-ci. Mais vraiment, avant, c'était vraiment une très très belle ambiance, comme la plaine d'Ouzon à Châtellerault. Oui, et puis on a ce côté, moi j'en parle aussi des fois, mais c'est vrai que c'était quand j'étais plus petit, ce côté solidarité du quartier. Mais c'était des plats qui se baladaient, voilà. Tout le monde se connaissait, tu vas maintenant, personne ne se connaît. Dans un immeuble, maintenant, tu demandes, je rencontre une ancienne qui habite tout le temps là-bas, qui me dit, je ne connais plus aucun de mes voisins. Le moment tu parlais de la rénovation, de la destruction des bâtiments, pour toi c'est vraiment un point clé de comment ça s'est accéléré tu vois, la situation. Il y a des rénovations qui peuvent se passer, qui peuvent bien se passer, qui peuvent être pas douloureuses du tout, mais celle-ci, ça a été très douloureux, et pour les habitants qui étaient sur le quartier, qui ont dû quitter leur logement et qui ont dû partir. Ça a été très douloureux pour eux, puisque c'était des bâtiments de 4 étages, ils étaient hyper spacieux, les gens ils étaient bien dans leur appartement. Ils ont gardé le tour, mais ils ont détruit les 4 étages. Et du coup, à partir de là, ça a été de la violence quand même. Ça a été de la violence à différents niveaux. Mais voilà, c'est des gens qui partent en pleurs. Et puis après, c'est tous ces événements tragiques qui arrivent sur le quartier. Donc l'hyper-violence que tu décris avec le 8 décembre 2013, c'est la première fois qu'on vit ça dans le quartier. Et après, il y a quelque chose qui s'emballe, qui s'accélère. Ouais. Ça revient. Ouais, tu vois, avant qu'arrive cet événement de décembre 2013, ce qu'on avait dit à la police, c'était de dire, mettez juste une voiture devant l'immeuble, il n'y aura pas de consommateurs, il n'y aura pas de dealers. Il n'y aura pas de violence. Tu sais, tu avais la police qui était tout le temps dans le quartier. Enfin, tous les jours, il y avait la police dans le quartier. Plus la police était là, on avait l'impression que c'était de plus en plus violent. Je sais pas. Ça a attisé, tu crois, ça a attisé. Okay. Ça a attisé, ouais. Ça a attisé. Donc voilà, on se disait, juste une voiture devant l'immeuble. Enfin, ils nous avaient dit, non, mais il n'y a pas les moyens de mettre une voiture devant l'immeuble. Je dis, mais comme ça, il n'y a pas de... Les consommateurs ne viennent pas, ça ne crée pas de tension. Mais après le décès du jeune, c'était l'armada de toutes les polices là, inimaginables dans tout le quartier. Et c'était, là, les moyens ils sont là quand... Oui, c'est souvent ça. C'est souvent ça. Sur la prévention, il n'y a rien. C'est souvent ça, sauf que, voilà. Mais l'après-drame, il faut sortir l'artillerie. Ouais. Ils sont restés longtemps suite à ça? Oui, ils sont restés assez longtemps. Ok. Ils sont restés assez longtemps. Toi, au milieu de ça, donc tu as Isar Attitude. Attitude, pardon, qui est créé.
du coup, l'importance de cette association se fait encore plus ressentir parce que oui, tu as ce besoin des habitants quand même de retrouver ce lien social et cette solidarité du quartier. Tu es encore sur un mode bénévolat? Tu travailles encore à côté? Ah non, je ne travaille pas à côté, je suis bénévole. J'ai été, je crois, bénévole pendant 4 ans déjà à temps plein, et puis après encore bénévole pendant très longtemps, jusqu'à la fin de ma mission à Isar Attitude. Mais ouais, j'ai été bénévole, donc ce lieu, et il se trouve que ce sont les femmes qui l'ont occupé, et qui vraiment sont venues pour échanger, discuter de leurs problématiques et de voir comment on pouvait s'organiser pour limiter les dégâts. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de se faire connaître auprès du public, auprès des autres acteurs associatifs. Et voilà, l'idée c'était qu'on soit dans les événements, qu'on propose de la vente et qu'on se fasse connaître. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Mais si tu veux, les assassinats ont continué. Et comment ça se passe une gestion de crise quand il y a gestion de crise, je sais pas, dans les quartiers, c'est pas pareil qu'ailleurs. Dans les quartiers, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait appel à la CAF pour un financement REAP pour pouvoir avoir une psychologue et pour pouvoir organiser des groupes de parole. Donc on a organisé des groupes de parole pour les femmes du quartier parce que du coup nos enfants sont tombés dans la délinquance, donc ils ont décroché, sont tombés dans la délinquance et beaucoup de femmes avaient honte ou culpabilisaient énormément. Et donc un jour je leur propose d'aller faire ces groupes de parole et elles me disent non mais ça va pas avec tout ce qui nous arrive, on est nous-mêmes psy, c'est bon, on n'a plus besoin de rien. Donc je leur dis on y va, vous êtes libres de vous lever au milieu de la séance. De quitter si ça ne vous plaît pas et tout ça. Et il se trouve que la première séance a été... elle a fait énormément de bien. Elle a soulagé beaucoup de femmes et ça a permis du coup de continuer des séances sur 1 an et demi, à raison de 2 séances par mois. Et ça, c'est la CAF qui finance, qui organise. Et ça, c'est la CAF qui nous a financé. Mais alors là, je sors du contexte, mais quand il y a un drame comme ça, il n'y a pas un truc automatique d'aide aux victimes? Je crois que ça se fait sur 1 jour et après, ça y est. Ouais, et en fait, c'est absolument pas suffisant. C'est absolument pas suffisant. C'est absolument pas suffisant parce qu'il en faut pour les hommes, pour les femmes, pour les gamins. Et non, c'est pas du tout suffisant. Tu as beaucoup parlé du réseau des mamans. Je te rejoins. À l'Arena aussi, il y a un super réseau d'entraide des mamans de l'école d'Elsa Triolet. Je ne sais pas si tu vois cette petite école primaire. Les papas, est-ce que tu as eu des échanges avec eux? Oui, les papas travaillent et la relation père-fils, elle est beaucoup plus compliquée que la relation mère-fils. Et les jeunes respectaient plus les mamans que les papas. Ouais, c'est sacré la maman. Ouais, et du coup, nous, on pouvait quand même discuter avec eux. On pouvait, moi, il m'arrivait de les gronder, de rigoler avec eux, de les gronder, d'être en colère, d'échanger avec eux, de discuter avec eux. Mais je crois qu'à ce moment-là, ils s'étaient rentrés dans un engrenage et que plus rien ne pouvait les arrêter. Est-ce qu'il y a eu une tentative de dialoguer avec ceux qui étaient à l'origine de ces violences? Est-ce que c'était possible de le faire? Non, je crois que c'était trop... non, je crois qu'on est tous rentrés dans une spirale super compliquée et impossible à gérer. Et donc, Isar Attitude, tu as dit que tu allais jusqu'au bout de ton mandat. Aujourd'hui, ça existe toujours? Isar Attitude, ça existe toujours. Okay. Du coup, ça a presque 12 ans. Super. Donc, personne ne croyait en nous au début. Hein. Tout le monde nous a dit, non mais attention, vous êtes un peu tarés quand même de vous lancer au moment où ça craint le plus dans le quartier. On s'était dit, si on arrive à sauver au moins un gamin, ça sera déjà énorme. Et ouais, donc du coup on a continué et puis on n'a pas baissé les bras. On a beaucoup été accompagnés par le centre social Isar Bordeaux Rouge, par le Tacti Collectif, qui m'a beaucoup accompagnée, parce qu'il m'a montré ce que c'était que le monde associatif. Voilà, donc moi je connaissais rien, donc je savais même pas qu'on habitait un quartier politique de la ville, pour te dire. Ok. Et voilà, donc j'ai énormément... Comment tu définis ça? Parce que j'ai vu sur quelques vidéos de l'association dont on va parler après, parce que tu t'es pas arrêté là, bien évidemment. Tu emploies souvent le terme de quartier politique. Pour ceux qui
connaissent pas, qui savent pas ce c'est que les quartiers qui sont désignés déjà politiques de la ville, c'est les quartiers qui sont les plus où la population la plus pauvre habite dans ces quartiers-là. On parle de REP+, aussi sur le côté éducatif. Sur le côté éducatif, mais déjà on ne part pas sur un pied d'égalité. Oui. Parce qu'on est quartier politique de la ville. Et je sais pas, moi je pensais que dans les quartiers politiques de la ville, il y avait beaucoup plus de moyens, sauf que c'est pas énorme les moyens qui sont accordés à ces quartiers. Parce que beaucoup d'argent vont dans le bâti. Beaucoup d'argent va dans le bâti et pas dans les associations. Nous, pour te dire, on a été financés, je crois, au bout de 4 ans. Tu fais comment pour vivre pendant ces 4 ans ? Eh bien, moi, j'étais... heureusement que j'avais travaillé un peu, donc j'avais du chômage. Donc voilà, on est obligé de faire comme ça. Enfin, c'est un peu du travail dissimulé quand même, hein, parce que bénévolat à temps plein, quoi. Et plus qu'à temps plein, quoi. Donc voilà, on n'a pas... C'est une urgence, surtout. C'est un gros problème. Les petites assos d'habitants qui veulent se mobiliser dans le quartier pour proposer... c'est même pas pour proposer des animations, c'est pour faire un vrai travail en plus. Parce que moi j'avais dit, quand on a monté cette asso, je dis, moi je veux pas, on n'est pas là pour s'amuser en fait, on est là pour penser les plaies là qui existent, et puis pour faire un vrai travail de terrain avec les acteurs du quartier. Et donc, voilà, on n'est pas là pour s'amuser, quoi. C'est pas une asso où je vais passer 2 heures de mon temps, c'est une asso où je passe tout mon temps en fait. Ouais, tu as une mission sociale. C'était la mission en fait. C'est la mission, ça. C'était Isar Attitude. Moi, ça m'a pris. Moi, en même temps, ça a été une thérapie pour moi. Parce que quand tu vis des trucs de malade, tu te dis, soit tu es en colère et tu pètes un câble et tu pètes un câble en vrai, soit tu mets ta colère au service des gens et tu fais un vrai travail. Et ce qu'on a fait avec les partenaires du quartier. Tu le rappelais, hein, tu es maman de 5 enfants, donc tu te sens aussi l'obligation d'agir, c'est normal. Il y a un côté qui permet de réorienter ces émotions justifiées, mais qui te bouffent de l'intérieur. Si tu les transformes pas en quelque chose de concret, c'est toi que ça bouffe, c'est ta famille derrière, donc c'est compliqué. Mais vraiment, c'était violent, c'était très 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 violent. Et je sais pas comment on a fait pour tenir le coup d'ailleurs. Ouais, c'est les situations, on est plein de ressources dans ces situations de crise, malheureusement. Et c'est souvent là aussi où on se rend compte de tout le côté solidaire qu'on peut avoir entre humains, qu'on n'a pas dans des situations où c'est trop calme, malheureusement. Ouais. Mais merci en tout cas d'avoir pris le temps de repartager ces moments-là, parce que ça en dit aussi plus sur la personne que tu es. Qu'est-ce qui t'a motivé en fait? Moi j'avais besoin de comprendre aussi, parce qu'on parle d'inspiration, mais là c'est pas tant une inspiration, c'est un besoin vital. Tu disais, on croyait pas en nous, on disait que c'était pas le bon moment, mais en fait c'est pas une question de moment. Tu choisis pas un timing pour créer une association. Non, pas du tout. Il y a une urgence, il y a un besoin et tu y vas quoi. Ouais. Isar Attitude, tu arrêtes, c'est 2017? J'arrête Isar Attitude, j'arrête en fin 2022. Ah oui, donc je ne suis pas du tout, j'étais sur 4 ans après la création. Non, Isar Attitude, j'arrête fin 2022. 9 ans. Et qu'est-ce qui se passe du coup dans ta vie à ce moment-là? Qu'est-ce qui fait que tu arrêtes et qu'est-ce qui se passe après Isar Attitude? Ce qui fait que j'arrête, c'est qu'en 2018, tu sais, à la place des anciens bâtiments, Toulouse Métropole Habitat décide d'installer les friches urbaines. Ça devient la mode, tu sais, dans les quartiers politiques de la ville, les friches urbaines, on ramène un peu de verdure dans les quartiers. Et donc je rencontre un maraîcher, Bertrand Desgranges, qui vient faire du jardinage dans la friche, en bas d'immeuble, et qui vient faire pousser des légumes. Donc il y a des ateliers de jardinage qui se mettent en place. Et donc il fait pousser des légumes pour les habitants du quartier, gratuitement. Et il se trouve que les habitants n'y vont pas. Donc n'y vont pas, ne récoltent pas, ou ils regardent ça bizarrement, ils regardent ça de loin, mais ne se donnent pas la possibilité d'aller récolter tout ça. Et donc, ça se trouve en bas de notre immeuble, où on est en bas d'immeuble. Isar Attitude, si tu veux, à ses locaux en bas de cet immeuble. Et du coup, moi, je le vois souvent, je regarde ce qu'il fait, et du coup, je m'intéresse à ce qu'il fait. Et je me dis, et donc, on organise des ateliers jardinage avec les enfants, avec les parents. Et puis moi, ça me plaît. Du coup, ça me plaît de mettre les mains dans la terre, ça me calme, ça fait du bien. On en revient au rapport avec le vivant, thérapie, avec la terre, bien sûr. Je comprends. Thérapie, du coup. Et puis, Bertrand était très pédagogue, donc ça a bien matché, tout ça.
Et donc, il fait pousser ses légumes. Et si tu veux, à 800 mètres du quartier, il y a la ferme Bordeaux Bio. Donc moi, en 2014, j'ai déménagé du quartier. Et tous les jours, je passe devant cette ferme. Mais c'est cher, le bio, c'est cher. Donc, je ne m'arrête pas. Et par l'association Isar Attitude, donc je commence à créer des liens avec lui. Donc je m'intéresse, j'y vais. Et je vois que les légumes bio sont plus jolis à la ferme qu'au quartier. Parce qu'au quartier, tu vois, la terre, elle n'est pas fertile. Il faut fertiliser la terre et tout. Donc donc ça m'intéresse et j'y vais et je crée des liens avec eux. Et du coup, on décide d'utiliser leurs produits pour faire des ateliers cuisine avec les femmes. Un jour, sur un événement au collège Rosa Parks, les femmes étaient en train de préparer un couscous et je vais chercher les carottes de la ferme. Et il se trouve que ces carottes-là, ce jour-là, elles étaient toutes petites, elles étaient pleines de terre. Et je pose ça aux femmes et elles me disent, c'est quoi ça? Je dis, c'est les carottes de la ferme. Elle me dit, mais t'as vu l'état des carottes? Il va falloir les laver plein de fois, puis en plus, elles sont toutes petites. Comment tu veux conserver le couscous et tout ça? Donc pendant tout l'atelier, elles m'ont regardé de travers, elles avaient envie de me tuer. Elles avaient envie de me tuer, elles me disent, bon ben vas-y à Auchan, tu vas au rayon discount, tu ramènes des carottes. Je dis non. Je dis non, je ne vais pas récupérer les carottes du rayon discount. Parce que tu vois, les carottes du rayon discount, elles sont super belles. Elles sont grosses, la bonne couleur, la bonne couleur, taille, tout etc. va bien. Et ça, les femmes, elles aiment. Et bon, finalement, elles ont cuisiné avec ces carottes. Finalement, il se trouve que le couscous était excellent. Donc, elles ont eu les félicitations de tout le monde. Et à partir de ce moment-là, du coup, on décide de continuer notre partenariat avec la ferme. Et puis, tous nos produits, du coup, viennent de la ferme. Donc, à ce moment-là, tu fais cette rencontre, tu animes ces ateliers, tu es encore au soutien d'Isar Attitude. Tu décides, quelques années après, ce que tu rencontres en 2018, d'arrêter Isar Attitude. Ouais. Alors, en fait, j'ai pas trop le choix parce que, si tu veux, comme les femmes savent cuisiner, elles sont à l'aise en cuisine, elles cuisinent super bien, c'est toujours excellent ce qu'elles font. Nous, ce qu'on voulait, c'était, tu vois, avant il existait une barrière entre les habitants et les partenaires. Il y avait toujours cette barrière et puis cette méconnaissance entre tout ce monde et puis ces préjugés. Parce que tu vois, on a été beaucoup traités de parents démissionnaires et de parents qui ne savent pas faire et tout ça. Tu as tous les jugements du monde, mais tu n'as personne qui essaye de comprendre. Exact. C'est très agaçant et très énervant. Voilà, c'est très agaçant et très énervant. Et je m'étais dit, malgré que ce soit des femmes qui se donnent énormément, qui sont toujours bénévoles, qui sont toujours volontaires, qui veulent toujours faire pour le quartier, qui font toujours plus que les autres. Tu as ceux qui travaillent et qui vont compter leurs heures supplémentaires, et tu as ceux qui sont toujours bénévoles mais qui ne comptent pas leurs heures supplémentaires et qui sont tout le temps là et qui disent pas non quand il y a un événement. Et du coup, je m'étais dit, ça serait pas mal d'avoir un lieu où cuisiner et où les partenaires pourraient venir, où les habitants seraient là, où on créerait des liens, où finalement on ferait partir tous ces préjugés. Un jour, les femmes elles me disent, vu qu'on fait du bénévolat et que notre vie en fait c'est le bénévolat, ça serait bien qu'on ait juste une petite rémunération, même si on continue à faire du bénévolat. Dans le même temps, Toulouse Métropole imagine, c'est dans le cadre de la rénovation urbaine, imagine un resto en bas d'immeuble, un lieu de vie, resto en bas d'immeuble. Donc ils font appel à un incubateur de projet qui s'appelle Première Brique pour faire une étude de terrain. Il se trouve qu'il manque un lieu de vie sur le quartier, parce que nous on n'a pas de café, on n'a pas grand chose en fait sur le quartier où les gens vont pouvoir avoir une vie extérieure, vont pouvoir se rencontrer, tout ça. Et quand Première Brique organise sa première réunion pour dire il y a un projet qui va se mettre en place et on cherche un porteur de projet, nous on est là et on dit nous on veut bien porter ce projet-là. Et Première Brique nous dit non, en fait nous on pense le projet, c'est un peu le projet est pensé et après ils vont chercher le porteur de projet. Ça c'était avant le Covid. Donc il y a eu un petit rapport de force, nous on veut porter le projet.
On connaît quoi, on est dans le quartier, on connaît, on est légitime. On est expert. Voilà, ouais, on sait ce dont on a besoin dans notre quartier. C'est même une aubaine pour eux de vous avoir à ce moment-là. Exactement. Donc je sais pas, la réunion s'est pas passée comme il le fallait, d'après eux. Et après le Covid, ils refont encore une réunion pour chercher les porteurs de projets. Et finalement, je suis encore là pour dire, je veux bien porter le projet. Et il y a une autre habitante aussi qui se propose aussi pour porter le projet. Et du coup, on est 2 porteuses de projet identifiées en octobre 2021 pour porter ce projet de cantine de quartier. Super. Voilà. Et là, on a envie de savoir la suite. Parce voilà, donc trop contente. Et finalement, on est accompagné par un incubateur de projet, alors que je suis encore à Isar Attitude, en 2022, pendant 6 mois, de janvier à juin 2022. Et là, je dis, je peux plus Isar Attitude, en fait. J'étais déjà dans l'imagination de mon futur projet. Oui, et du coup, je quitte Isar Attitude en octobre 2022. Tu gardes des liens avec eux, tu les vois? Je garde des liens, donc j'ai rencontré Lisa Bruyère qui avait quitté son poste, je lui propose de venir à Isar Attitude parce que je ne savais pas qui pouvait reprendre. Et du coup, elle me dit ok, je lui dis ok, bon bah super, et puis j'accompagne pendant 1 an. Et puis après, je laisse la main et je me lance à fond dans mon projet. Oui, puis c'est un peu ton bébé aussi, Isar Attitude. C'est ton au début, enfant, je crois que tout le monde s'est dit Yamina va avoir du mal à partir d'Isar Attitude. À partir du moment, quand j'ai quitté Isar Attitude, je suis quand même restée dans le CA. Et après, j'ai quitté le CA au bout d'1 an. Et puis après, j'ai laissé le bébé. Tu serais imaginé quand tu as créé Isar Attitude que presque 10 ans après, il y aurait un CA, il y aurait tout ça? Pas du tout. C'est super. Mais pas du tout. C'est magnifique. Mais c'est une belle aventure. C'est une belle aventure douloureuse, mais voilà, elle nous a permis de faire pas mal de choses. Elle a beaucoup permis à des femmes du quartier de s'émanciper, d'exercer leur citoyenneté comme elles veulent dans cet assaut. Et ouais, ça c'est beau ça. Du coup, je pense avec aussi une petite pointe au cœur, tu fermes la page Isar Attitude. Ouais. Malgré que j'y suis. En fait, Isar Attitude et la cantine, il y a quelques pas qui nous séparent. Vous êtes dans le même quartier. Ouais, mais c'est aussi une énergie que tu vas réorienter sur un autre projet. C'est une énergie que j'ai réorientée, que j'ai réorientée dans. Et là, du coup, tu lances officiellement l'association. Donc, en octobre 2022, on cofonde l'association Au cœur de ma cantine. Au mois d'octobre 2013, Isar Attitude, octobre 2022, Au cœur de ma cantine. Et ouais, puis on se lance. Là. C'est pareil, tu vois, quand tu commences une nouvelle aventure, tu te dis par où je commence, qu'est-ce que je fais, comment tu sais pas en fait. Et puis finalement, c'est avec les gens qu'on construit. Bien sûr. Et moi, c'est ce qui me plaît, c'est vraiment de construire avec les gens. Et puis, on a décidé d'organiser des cantines éphémères. Parce que, si tu veux, le lieu devait ouvrir en fin 2023, après c'était début 2024, après fin 2024. Après, finalement, il a ouvert le 15 avril 2025. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire pendant 2 ans ? Comment on va faire pour organiser, pour tenir les habitants ? On n'a pas de lieu, on n'a rien. Et on a quand même ce centre social qui est au cœur du quartier et qui je crois qu'il a vu tous les projets. Je crois qu'il a vu tous les projets d'Isar Attitude et naître. C'est comme j'avais monté l'aide aux devoirs portée par les parents en 2020. Parce que tu vois, c'est pareil, les parents des missionnaires ne savent pas faire et tout ça. Et on a monté l'accompagnement scolaire porté par des parents et ça a super bien fonctionné. Et puis on n'avait pas de locaux, un très petit local de 30 mètres carrés, donc on a fait ça au centre social. On a commencé avec 10 gamins, on a terminé avec 40 gamins, et puis après on a obtenu
On a obtenu l'accompagnement scolaire financé par la CAF. Et puis voilà, c'est aussi l'accompagnement scolaire, c'est un truc en plus à Isar Attitude qui arrive et qui... Oui, mais c'est vraiment dans la lignée de ce que tu proposes, parce que tu parlais tout à l'heure de mission de penser les plaies, mais en même temps, tu dois forcément réfléchir à comment on ne va pas reproduire ce qui s'est passé avec les plus petits. Et les plus petits, c'est vraiment pas une question de parents qui démissionnent, même si tu as des drames familiales qui font que tu as des gamins à l'école qui sont dans des situations compliquées. Mais tu as ce côté éducation, accompagnement, tu as des écoles à côté qui ne sont pas forcément bien structurées pour certaines. Exact. Pour connaître un peu ce milieu-là, tu as des profs qui donnent tout ce qu'ils ont, mais alors ils ont des moyens qui rétrécissent à chaque début d'année. Mais oui, je sais. Avec des classes qui augmentent. Et là, c'est super concret parce que tu vas accompagner ces petits, ces petites qui en fait, elles sont en demande. Oui, non, mais d'avoir ces moments-là. Mais non, mais déjà, quand on a parlé ça quand on en a parlé aux enfants, ils nous ont dit, mais vous allez monter l'aide aux devoirs. On leur a dit oui. Non, mais il y a déjà l'aide aux devoirs à l'école. Viens une fois et puis tu vois. Ils sont venus une fois, ils sont restés. Oui. Tu vois, c'est... Bien sûr, mais j'ai envie d'apprendre. Mais voilà, parce que franchement, c'était un projet porté par des parents. Après, on en a parlé à plein de bénévoles. Donc, on a fait un appel aux bénévoles. On leur a parlé, on leur a dit... tu vois, on a été dans la transparence. On habite un quartier hyper compliqué, où il y a toujours des flics, où il y a toujours des problèmes, où ça crie, où ça... Et tu as quand même des bénévoles qui sont venus et qui ont donné de leur temps. Et pour ça, respect. Et les enfants ont beaucoup aussi respecté les bénévoles. Ils choisissaient leurs bénévoles. Voilà, ça se passait super bien. C'était une très très belle aventure aussi. Je n'en doute pas. Au cœur de ma cantine. C'est le projet qui t'anime aujourd'hui. Donc voilà, centre social. Et est-ce que tu peux nous le présenter en 2-3 phrases pour qu'on revienne en fait sur le cœur de ton intervention. Au cœur de ma cantine, franchement, c'est la continuité d'Isar Attitude. Si tu veux, on avait essayé de travailler sur plein d'axes de travail. Tu vois, le lien social, l'accompagnement scolaire, les événements de quartier, l'occupation de l'espace public. Tu vois, avec les partenaires du quartier et sur la question de l'alimentation, en fait, je me rends compte que les femmes que je côtoie ou les gamins que je côtoie, tu as des gamins en surpoids et tu as des femmes qui développent des maladies cardiovasculaires, mais très tôt, tu vois. Diabète, tension, beaucoup de mal-être, de la fibromyalgie aussi, beaucoup. Et tu vois, tout le monde n'est pas en super bonne santé, des enfants qui sont très fatigués, qui sont très énervés par moments, qui ont du mal à capter leur attention et tout ça. Et on se dit peut-être que ça a un lien avec l'alimentation. Parce que sur notre quartier, tu vois, t'as une jeune fille qui me dit moi, ma mère ne sait pas faire des plats sans viande. T'as la maman qui dit moi, je ne sais pas cuisiner sans viande. T'as un jeune avec qui je discute de ce projet-là de cantine. Il me dit un resto aux Isar. Je dis oui. Il me dit tu te fous de moi. Je dis non. Il me dit vous allez faire un resto. Oui. Kebab. Non. Ouais, pizza. Il me dit je dis non, resto. Il me dit resto, entrée plat dessert comme en ville. Je dis oui. Je dis oui, entrée plat dessert comme en ville. Il me dit ok, si c'est bon je viendrai, mais si c'est pas bon je viendrai pas. Et tu vois, déjà les jeunes ont déjà, tu vois, leur représentation. Ça veut dire on est dans un quartier, il y aura soit kebab, soit pizza, soit tacos, soit... Ouais, c'est touchant, mais c'est alarmant aussi en même temps. C'est alarmant. C'est vraiment du fatalisme à ce moment-là. Ouais, de toute façon, on peut avoir que ça. Ouais. Ça veut dire que t'as en fait un entrée plat dessert, il n'y a qu'au centre-ville que tu peux le manger. Ouais, mais ces phrases-là, ces partages des enfants du quartier, elles sont simples, ces phrases, mais elles sont choquantes de vérité. Elles sont choquantes. Il y avait Julie qui était à côté de moi, elle est restée scotchée. Mais elle en revenait pas, quoi. Elle me dit, c'est chaud quand même. Et je dis, ouais. Et on fait rarement le lien entre l'alimentation... le côté pauvreté aussi, parce que malgré tout, quand tu vas dans les supermarchés, tu vas prendre les promotions, les trucs pas chers, les trucs en paquet, mais c'est souvent des choses où il n'y a plus de nutriments dedans. Mais c'est ça. Des trucs qui sont
sans marque, sans nutriments, sans vitamines, sans truc, ouais. et t'achètes de quoi remplir les ventres. Ben, le problème, c'est les promotions, tu vois. Les promotions, moi je vois, les femmes, elles regardent beaucoup les promotions. Et puis, promotion, forcément, t'as quoi? T'as les boissons, t'as pas forcément ce que... Les biscuits sucrés pas chers, ou les pâtes super sucrées. Les conneries, t'as que des conneries, quoi. Et ça, en fait, ça, c'est pas possible. Dans le même temps, tu vois, il y a la région qui a organisé un événement un gros événement, une grosse conférence sur l'alimentation, avec Edgar Morin et puis plein d'autres personnes, tu vois. Et quand il faut y aller, en fait, pour y aller, il faut que tu t'inscrives en ligne. Et si tu veux, dans les quartiers, ben voilà, le numérique et les quartiers, ça matche pas. Et du coup, quand j'y vais, je vois qu'il y a très peu de personnes des quartiers. Et là, je me dis, et tu vois qu'il y a que des gens conscientisés et qui savent qu'il faut bien s'alimenter et qui connaissent déjà le sujet. Et là, je me dis, en fait, pourquoi l'alimentation saine s'arrête aux portes du quartier? Et puis voilà, ça a été le truc qui m'a fait que, allez, encore un autre combat, et encore une autre lutte, et encore... Et puis c'est comme la première fois, mais j'ai l'impression que c'est dans un contexte quand même beaucoup plus apaisé. C'est plus apaisé, je suis moins en colère. Je suis moins en colère. Tu as presque 10 ans d'expérience. Voilà, j'ai plus de 10 ans d'expérience. Mais c'est un truc qui s'impose. Mais je pointe le truc. Ouais. Je dis, quand même, c'est aussi le sujet, quoi. Il y a quelques mois, on a reçu là, à ta place quelqu'un qui est spécialisé sur l'agriculture agroécologique et qui nous partageait justement plein de sujets sur les méthodes agricoles en France, comment les terres aujourd'hui étaient de plus en plus polluées, donc il fallait augmenter les proportions de pesticides pour créer de plus en plus de quantité, mais en fait plus tu crées de quantité de cette manière-là, plus tu diminues les terres arables, et donc il y avait tout un sujet sur l'alimentation, on faisait le lien avec la santé, c'est évident, hein, les principales causes de décès aujourd'hui dans le monde sont quasiment toutes liées à notre mode de consommation, à notre alimentation, à notre hygiène. Et c'est d'autant plus parlant quand tu le partages, parce que on voit hein, les phrases que tu as partagées tout à l'heure, c'est flagrant. Moi j'ai toujours ce souvenir de quand j'étais plus petit de ma mère qui va acheter des paquets de pâtes par kilo, les biscuits sans marque, etc. Mais parce qu'à la pub on voit les super biscuits, les trucs sucrés, etc. Pareil, ma mère elle regarde beaucoup les promotions. Et on se gave de ça, mais en fait tu dois acheter de la calorie pas chère, parce qu'il faut remplir le ventre, il faut plus avoir faim. Et puis il faut tenir le budget. Après, il y a il faut tenir le budget. Oui, après c'est beaucoup la question économique. Mais finalement, voilà, on s'en rend compte de plus en plus, et puis on se rend compte des dégâts. Et puis voilà, c'est pour ça qu'on se dit écoute, il n'est jamais trop tard pour agir. Au cœur de ma cantine aujourd'hui, quels vont être tes défis du quotidien? Quelles vont être les choses que tu vas devoir gérer ou que tu as dû gérer et qu'on peut ne pas anticiper lorsqu'on ne connaît pas forcément très bien le monde associatif? Souvent, on a commencé par faire les cantines éphémères. Les cantines éphémères, ça se passait au centre social et c'était un peu dans l'idée de montrer l'esprit de la cantine et de faire valider des menus qui seront beaucoup végétariens du coup. Et ce qu'on a fait, c'est que la première fois, tu vois, on a imaginé faire une salle, 30 couverts, une fois par mois. Ça se passait au centre social avec un chef qui cuisine avec des habitants. Du coup, première fois, on fait 36 couverts. Donc, les gens valident le premier menu. Et les gens s'intéressent à la cuisine, goûtent. On cuisine avec le chef, goûte et découvre de nouvelles saveurs. Donc là, jusque-là, on est super content, tout va bien. Deuxième fois, on part sur un peu plus de 36 couverts, on passe à 42, je crois. 42, troisième fois 48. Et on a de plus en plus de gens qui s'intéressent, qui veulent venir cuisiner avec le chef. Donc nous, voilà, on voulait montrer que c'était possible. Et on voulait savoir si ça allait marcher en fait. Il se trouve que ça a marché parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de manger végétarien et qui goûtent le végétarien, qui découvrent de nouveaux produits de la ferme. Tu vois, les légumes d'automne, les légumes d'hiver. Déjà les légumes de saison.
Ouais. Quand tu es habitué au supermarché, voilà. c'est pas une notion qu'on te met forcément d'abord. En hiver, tu peux aller me chercher des tomates s'il te plaît? Non, oui. C'est pas la période. Non, mais qu'est-ce qu'on va mettre dans le couscous? Mais c'est pas grave, on met pas de tomates. Il y a de la tomate concentrée, il y a des tomates, il y a des tomates, tu sais, en conserve qu'on peut mettre. Non, il faut des vraies tomates. Non. Oui. Non, pas de tomates. Ouais, tu réapprends plein de concepts. Tu réapprends plein de trucs. Et puis, tu as les menus à 4 mains. Donc, tu as la chef et puis tu as une habitante du quartier qui vont faire un couscous. Tu as l'habitante qui va faire son couscous, qui va travailler la semoule et tout ça. Et puis, tu as la chef qui va ajouter sa petite touche. Et c'est des petites cantines qu'on a fait et qui ont marché. Et puis ça... On est monté jusqu'à 70 couverts. Si tu veux, on avait occupé la cuisine du centre social, après le hall, après la salle d'à côté. Bon, après, on ne pouvait pas faire plus, mais on a fait 150 couverts lors d'une guinguette en plein été sur la place. Bravo. Donc, on est super contents. On voulait provoquer des rencontres entre les gens du quartier et les gens de l'extérieur. Ça a matché. On voulait que les gens qui ne se connaissent pas forcément partagent un repas. Ça a aussi fonctionné. Et donc, ça a pris une belle ampleur. Et puis, on avait déjà notre clientèle, en fait. Et on avait déjà des personnes qui suivaient tout le projet et qui devenaient partie prenante du projet. Et puis, du coup, on arrive le 15 avril avec déjà tout un passé de cantine éphémère et puis de personnes qui sont déjà dans le projet. Donc ça, c'est cool. Si tu veux, quand on avait aussi proposé des paniers de légumes, en partenariat avec Cocagne Alimentaire et Caisse Salim, la sécurité sociale de l'alimentation. L'idée, c'était de proposer des paniers de légumes au tarif solidaire de 4 €, alors qu'ils sont au tarif normal à 12 €. Et on s'est rendu compte que pendant l'hiver et l'automne, les gens ne prenaient pas les paniers. On se disait, bizarre quand même, 4 € le panier, les gens ne prennent pas. Il se trouve qu'ils ne savaient pas cuisiner les légumes et que finalement, ils ne les prenaient pas parce qu'ils ne savaient pas les cuisiner et qu'ils n'avaient pas envie de cuisiner des légumes qu'ils ne connaissaient pas. Et donc tout l'enjeu de cette cantine, c'est de pouvoir apprendre à cuisiner des légumes méconnus et puis de donner envie aussi, donner envie de les manger. Donc ça, c'est ton défi et puis ce qui t'a aussi donné envie de créer au cœur de ma cantine. Ouais. La question, on arrive au moment central. D'ailleurs, c'est le moment où je dois rappeler à tout le monde de s'abonner, de mettre un j'aime, de partager la vidéo. Voilà, l'instant promo est terminé. Comment ça va se passer demain pour au cœur de ma cantine? Comment tu imagines que ça va évoluer? Et puis peut-être si on va un peu plus loin, parce qu'au cœur de ma cantine, c'est un projet qui est motivé aussi par des circonstances. Comment tu imagines l'évolution dans ce quartier, au niveau du lien social, au niveau des projets, peut-être même au niveau d'Isard Attitude? Comment tu vois que ça évolue? Puis peut-être même qu'on peut encore plus dézoomer d'une manière générale, ce lien social dans les quartiers, comment tu le vois évoluer de par ces plus de 10 ans d'expérience que tu as sur le côté associatif? Déjà, ce qui est bien, c'est que c'est un projet d'habitants. Donc, tu vois, c'est des habitants qui s'organisent entre eux pour imaginer des projets dans leur quartier. Il est soutenu par Toulouse Métropole et la mairie de Toulouse. Donc, tu vois, c'est partenariat, alliance. Et ça, c'est super important. Il est réfléchi aussi avec des partenaires. Tu vois, genre le centre social, Tactique Collectif, la ferme Bord de Bio, l'écopole Eden, enfin, tu as plein de partenaires qui gravitent autour de ce projet-là. Et déjà, tu vois, tu as un bel écosystème. Il y a un bel écosystème. Et puis l'idée, c'est que ce lieu soit utilisé par tout ce beau monde, aussi bien par les habitants que les partenaires, et que finalement, on arrive tous à faire vivre ce lieu qui sera ouvert sur une large plage horaire, important dans un quartier, tu vois, où tu n'as même pas le café. Et puis l'alimentation, c'est universel, ça rassemble. Et, c'est un langage, hein, c'est un langage universel. C'est un langage universel, ça rassemble. Et puis je pense que beaucoup de choses, beaucoup de projets, beaucoup de connexions vont se faire autour de l'alimentation. Et en plus autour de l'alimentation saine. Par exemple, on a la ferme Bord de Bio qui est située à 800 mètres du quartier, qui organise du maraîchage solidaire. Donc, qui ont une parcelle, qui ont une friche, où ils font pousser pareil des légumes en direction des associations. Et l'idée, c'est que des habitants lambda
aillent sur un créneau de 2 heures, les aider à planter, désherber, récolter. Et puis en fait, ils repartent avec un panier de légumes. Tu vois, c'est une belle action, je trouve, et qui fait lien avec la cantine. Moi, je peux accompagner des habitants pour aller faire ce maraîchage. Et puis, ça nous reconnecte aussi avec la terre. Ça reconnecte aussi, ça crée des liens avec les gens. Et puis, on n'est plus dans l'entre-soi. Et puis, on est un peu dans cette ouverture. On veut travailler sur l'ouverture gustative, sur l'ouverture au quartier, sur l'ouverture au monde. Et puis, voilà, je pense qu'avec des projets comme cela, on va pouvoir se faire plaisir et imaginer plein d'actions et animations culturelles aussi dans ce lieu qui va énormément rassembler. Tu vois, depuis le 15 avril, là, j'ai plein de monde qui passe la porte et qui me dit ah, ça m'intéresse, et du coup, je laisse un stylo à dispo, laissez-nous vos coordonnées, venez. Et puis, tu as des gens qui viennent te dire moi, je suis ancien barman, je peux venir aider. Je suis décoratrice, je peux venir aider. Moi, je travaille, mais est-ce que je peux passer après le travail ou le week-end? Je peux vous donner un coup de main. Et puis moi, j'imaginais depuis toujours créer un réseau d'entraide et de solidarité. Et puis l'entraide, parce que ça remet tout le monde à sa place, puis la solidarité, elle vient après. Est-ce que tu imagines aujourd'hui que si on ne développe pas ces projets citoyens, ces projets solidaires, il n'y a rien d'autre qui va venir à la place, et puis en fait on va avoir des quartiers qui progressivement vont mourir de leur côté isolés? Moi je pense que les habitants sont les meilleurs experts du quartier. Je pense que même la métropole, les partenaires devraient avoir comme partenaires des habitants pour construire. Moi avec Isar Attitude, j'ai créé une dynamique partenariale autour d'Isar Attitude, parce que tu es obligé d'avoir un habitant pour construire un projet. Enfin, moi, je ne comprends pas que des gens puissent imaginer des projets sans concerter les habitants ou sans faire avec les habitants. Moi, si je ne suis pas dans un projet, je n'arrive pas à me lancer, j'arrive pas à participer et à être dans le projet, en fait. Si je ne suis pas à l'origine d'un truc, j'ai du mal. Donc moi, si tu m'appelles à la dernière truc pour me dire on va mettre un truc là et puis vas-y, en fait, je veux dire mais à quoi ça va me servir? Oui, puis tu as besoin de comprendre la genèse. J'ai besoin de comprendre, oui, j'ai besoin d'être actrice et j'ai besoin de faire. J'ai besoin de faire. Et les habitants, ils sont comme ça. Ils ont besoin de faire, ils ont besoin d'être concertés. Mais en vrai, tu vois, pas la fausse concertation. Oui, celle dont on parlait au début. Celle dont on parlait au début. Puis tu parlais de solidarité, tu parlais d'entraide. En fait, ce qui est flagrant dans ce que tu partages, c'est que les gens qui passent devant et qui laissent un numéro en disant je peux aider sur ça, en fait, c'est aussi des gens qui ont besoin de créer du lien. C'est aussi des gens qui sont contents de pouvoir venir parce qu'ils vont aider, mais aussi parce qu'ils vont pouvoir partager un moment avec d'autres personnes à construire quelque chose. Et on est vraiment sur ce côté acteur citoyen. Je ne suis plus le robot lambda, métro, boulot, dodo. Mais voilà. Hop, je fais autre chose. En fait, quand tu laisses la place à l'habitant, par exemple, quand on a fait les cantines éphémères, il y a eu des fois où on a eu 20 bénévoles sur une cantine. Tu t'imagines 20 bénévoles sur une cantine, sur faire un entrée plat dessert, c'est plus qu'une brigade. Je leur disais mais c'est pas la peine. Non, mais moi je veux y être. Et si tu veux, chacun a trouvé sa place. Moi je donne pas de directive, hein. J'aime pas trop ça. Et moi je pense que les gens ils ont quand même une certaine intelligence. Tout le monde a des compétences. Il faut laisser la place pour que les gens puissent mettre à profit leurs compétences. Voilà, tu ne donnes pas de directive. Moi, je mettais en place ces conditions pour que ça se passe bien. Et puis les gens, voilà, t'en as qui étaient en cuisine, t'en as qui préfèrent être à l'entrée, une au plat, l'autre au dessert, l'autre qui préférait faire la salle, l'autre qui préférait être à la caisse. Et puis chacun s'est trouvé un peu son univers. Et puis ça s'est fait tranquillement, sereinement, alors qu'il y a des gens qui arrivaient le matin même. Le matin même, ils posaient leurs affaires et puis ils arrivent et je ne les connaissais pas. Je peux venir participer, viens, fais-toi plaisir. Et puis voilà, ça se passait super bien. Au niveau des plus jeunes,
Tu parlais tout à l'heure d'aller sur la ferme qui est à 800 mètres, on va faire quelques activités, on va récupérer des légumes, après on va faire des activités de cuisine. Tu arrives à embarquer les plus jeunes là-dedans, dans quelque chose qui a une image, encore plus aujourd'hui avec l'effervescence des réseaux, les écrans, etc., qui n'a pas une image super sexy pour les plus jeunes. Est-ce que tu arrives à les solliciter, à les emmener dans l'aventure? Est-ce que tu as des retours de petits à faire? Alors si tu veux, nous, tout le taf qu'on va faire avec les jeunes, il va être super important parce qu'on a envie aussi qu'ils soient partie prenante du projet. Juste en face de la cantine, on a les accueils jeunes, donc les 11, 17 et 16, 25, avec qui on va faire un travail. Je vais essayer de les embarquer, hein, j'y tiens énormément d'ailleurs. Donc on va travailler sur le menu étudiant. Donc l'idée c'est de les avoir avec nous et si tu as envie de dire, tu vas pas dire aux jeunes, tu as intérêt à bien manger. Hein. L'idée c'est vraiment de l'embarquer dans le projet, de lui dire bon ben allez, on va aller chercher de la bonne viande, du bon pain, du bon fromage et tout ça, puis on va essayer de créer un menu étudiant mais fait par vous avec un chef. Donc déjà ça plaît et là ils ont vraiment envie de se lancer dans l'aventure. L'idée c'est aussi de les embarquer dans l'aménagement de la cantine, de leur créer, de voir avec eux un espace où ils vont pouvoir utiliser. Donc soit un bar à jeux, soit les mettre au bar sans alcool, soit vraiment de leur donner, soit de les mettre en action et de les mettre en situation. Et puis l'idée c'est aussi de leur faire connaître la ferme. Et puis de leur donner envie un peu de découvrir ces métiers de la restauration, mais en les mettant en situation. Oui, tu les mobilises aussi avec leur fibre entrepreneuriale où c'est à eux de prendre des décisions, d'assumer leur prise de décision. Voilà, c'est ça. Et ils ne sont pas simplement dans un poste d'exécutant et puis ton avis ne compte pas. Le rapport, il n'est pas le même parce que tu les sollicites pour t'aider. Ouais. Eux t'aident, exactement ça. Et donc tu crées une dynamique qui est beaucoup plus vertueuse. C'est exactement ça. Okay. Parce que si tu les sollicites pour t'aider, tu vois, ils vont se sentir utiles. Là, c'est « s'il te plaît, viens m'aider ». Et là, t'es plus en train de leur donner des ordres. Et puis, moi j'imagine beaucoup travailler avec eux. Et j'espère qu'ils vont réussir à prendre le truc et j'espère qu'ils vont l'utiliser, ce lieu, et puis qu'on va travailler dans une relation de confiance et intelligemment. Mais j'ai confiance en eux de toute façon. J'ai confiance en eux et puis eux ils m'appellent Tati. Ça fait longtemps qu'ils m'appelaient Madame Bio, genre arrête de rêver. Madame Bio? Madame Bio, on m'a longtemps appelé comme ça. Tati, c'est sympa. Il y a un côté Tati, t'inquiète, Tati, t'inquiète, on viendra t'aider. Mais ouais, il suffit de les... tu vois, les jeunes, ils sont beaucoup décriés dans les quartiers. Il suffit juste de leur dire bonjour, de les regarder sincèrement, et puis de pas de les dénigrer, et puis de les regarder comme une personne fait miroir comme nous, quoi. Comme nous, on aimerait qu'on nous regarde, et voilà. Et c'est pas trop ce qui se passe, en fait. Hein, dans les quartiers, ils sont beaucoup... voilà, c'est ce qui fait que... Ils se sentent dévalorisés. L'exemple que tu partages, encore une fois, c'est bien plus important que tous les clichés, les préjugés qu'on pourrait avoir. C'est que tu as des gamins qui ont envie de faire des choses. Mais en fait, il n'y a pas d'enfants qui ont envie de rien faire et qui sont heureux de rester dans un coin à attendre. Exactement. Ça n'existe pas. Exactement. La dernière fois, je discutais avec un jeune. Enfin, je l'ai trouvé dans le quartier. Je crois que c'était sur les horaires d'école. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, je suis plus à l'école. Je dis, comment ça se fait? Il me dit, je suis ni à l'école, en fait, il voulait travailler. Il me dit, je suis ni à l'école, je n'ai pas de travail, j'ai pas de travail, je suis rien. Je dis, mais non, t'es pas rien. C'est juste une mauvaise... c'est juste, voilà, cette situation-là arrive, mais il y a toujours quelque chose derrière, et puis si tu t'y prends bien, tu arriveras à trouver quelque chose. Ouais, mais genre, tu vois, le truc de dire... Je suis pas à l'école, j'ai pas de travail, je suis rien. Ouais, c'est encore des phrases courtes, choc, mais... C'est choc, hein. Ouais. Mais ça renvoie quelque chose sur notre modèle éducatif et sur ce qu'on renvoie comme étant de la réussite ou être une personne, être alors quelqu'un. Que, voilà. Ça passe absolument exactement. Pas par ça. Alors, ok, bon, t'es peut-être pas fait pour l'école, mais tu vas sûrement trouver quelque chose. T'es pas rien. Tu sais faire des choses, donc t'es pas rien.
Et c'est vraiment aussi pour ça que j'ai vraiment envie d'embarquer les jeunes dans ce projet-là. Super. Il y a une question qui vient toujours lorsqu'on parle d'associatif, pour en avoir fait, c'est l'aspect économique. On sait que ça reste des moments durs. Est-ce que tu peux nous parler un peu du modèle économique? Comment tu fais vivre tout ça? Comment tu subventionnes tout ça? Comment tu en vis? Alors déjà avec Isar Attitude, on a énormément souffert, donc on a fait énormément de bénévolat, mais énorme. Donc on a très peu de financement par la politique de la ville. Et c'est vraiment de la survie, quoi. C'est pas, tu vois, dans une entreprise lambda, tu as tant de salariés pour faire tant de travail. Et bien dans l'associatif, tu peux pas parce que tu n'as pas les moyens d'embaucher, tu n'as pas les moyens de payer l'URSSAF et tu n'as pas les moyens d'avoir une grande équipe pour faire truc. Donc c'est toujours de la débrouille, c'est toujours dans l'urgence. Et c'est ce qui manque énormément, tu vois, c'est le réseau pour avoir les financements nécessaires pour travailler dans de bonnes conditions. Et je pense que l'associatif, et encore plus étant asso d'habitants, on n'a pas du tout le réseau pour travailler correctement. Oui, parce que tu n'es pas une association où il va y avoir des intérêts politiques derrière à soutenir ou à pousser. Oui. Tu te sens isolé par rapport à d'autres associations. Il va y avoir un accompagnement peut-être plus poussé parce qu'il y a des intérêts à défendre. On parlait tout à l'heure des défis. Pour toi, aujourd'hui, au niveau d'Au cœur de ma cantine, le sujet économique, c'est le défi, selon toi, pour les associations? Le sujet économique, c'est le défi parce que on a un modèle économique à tenir pour un projet social. Donc, il va falloir vraiment travailler en intelligence pour tenir ce modèle économique. Et donc l'idée c'est aussi de créer des relations avec des producteurs, de réfléchir intelligemment avec le chef cuisinier pour pas faire de gaspillage. L'idée c'est aussi de proposer un menu à moins de 10 € pour les habitants qui n'auraient pas les moyens. Et aussi on a conventionné avec la sécurité sociale de l'alimentation. Donc la sécurité sociale de l'alimentation, c'est un projet qui s'est mis en route depuis le mois d'octobre, mais qui est réfléchi depuis 2018. C'est des personnes qui vont pouvoir payer en Mona leur repas à la cantine. Mona? La Mona, c'est la monnaie du sol violette. Alors là, il faut que peut-être tu en dises un tout petit peu plus pour les gens qui nous écoutent, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde va connaître. La Mona, c'est la monnaie du sol violette, ça vous dit pas non plus? Donc comment je pourrais expliquer ça? Bon, la sécurité sociale de l'alimentation, c'est Caisse Salim. C'est, toi, tu as un pot commun et tu mets dans le pot commun en fonction de tes moyens, en fonction de ton reste à vivre. Donc, tu as des personnes qui vont mettre entre 5 € et plus de 150 €. Mais tout le monde va recevoir la même somme de 100 €, 100 Mona. D'accord, donc c'est une monnaie qui est créée par rapport à cette espèce, on parle des fois de tontine, on met tous en commun. Exactement. Et puis on partage un peu derrière. Exactement. Okay. Donc c'est ça, et tu as des magasins qui vont conventionner avec Caisse Salim, en fait c'est les habitants qui vont décider de conventionner avec des magasins, des producteurs, pour que les gens puissent aller faire leurs courses dans le truc. Alors il y a un cahier des charges. C'est des produits de qualité, c'est des habitants accompagnés par une personne de l'INRAE qui construisent ce projet-là, Caisse Salim. Et puis voilà, ça permet vraiment à des personnes d'aller dans des magasins qu'ils ne connaissent pas et de permettre de manger de l'alimentation de qualité. Donc là, l'idée, c'est qu'on puisse demain venir au cœur de ma cantine et pouvoir régler l'entrée plat dessert avec Mona. Voilà. Ok, super. Eh ben je découvre aussi. Ouais. Tu vois, le problème, c'est que ce projet-là, Caisse Salim, il n'est pas assez connu de tout le monde. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que pour que ce modèle économique marche, il faut qu'on ait beaucoup de personnes qui ont les moyens qui participent à ce projet-là.
Sauf que si ça ne se passe pas comme ça, c'est un projet qui va s'effondrer dans quelques temps. Je te confirme. Alors après, je maîtrise pas l'ensemble des associations aujourd'hui sur le territoire toulousain. Je pense qu'on est quand même pas mal impliqué dans la vie associative. J'en avais jamais entendu parler. Ouais. Donc il y a un travail de com à faire dessus, c'est sûr. Oui, mais c'est toujours, tu vois, les petites assos comme ça. La com, on n'a pas les moyens. Oui, ou alors c'est toi qui l'as fait. Le comptable, on n'a pas les moyens. Tu l'as fait. Tu vois, c'est toujours. Oui, alors la question des subventions et des financements, c'est surtout en ce moment avec les baisses budgétaires, c'est un sujet. C'est un sujet et c'est. Enfin, on n'a pas le temps, nous, d'aller passer notre temps à chercher des subventions à droite à gauche, à remplir des dossiers où on ne rentre pas dans les cases. C'est des dossiers où on ne rentre pas dans les cases, où on perd notre temps à aller chercher et à remplir et à faire des bilans et tout ça. En fait, nous, notre taf, c'est d'être sur le terrain et nous, on a besoin ou de fondations, ou de mécénats, ou de personnes qui vont nous accompagner, mais vraiment faire un travail main dans la main. Donc chacun fait son taf et on s'entraide. C'est ça le truc. Sauf que nous, en ce moment, on se prend la tête à aller chercher des subs et puis à être moins sur le terrain. Donc tu vois, le projet que tu imagines, s'il faut, il va perdre de la valeur parce que tu n'auras pas eu les financements nécessaires. Oui, t'as l'idée, t'as les gens qui sont motivés autour de toi et t'as quand même aussi une partie financière qui fait tourner l'association. Et après, c'est normal, hein, les gens aussi ont besoin de vivre, de payer le loyer, de payer les courses. Mais si tu veux, moi j'avais rencontré un habitant, pareil, tu sais, on avait fait avec Isar Attitude, c'était à la période de Noël, où on avait fait des petits paquets et on avait frappé à toutes les portes des bâtiments là-bas, et on avait rencontré Gérard qui est un ancien comptable retraité que j'avais jamais vu dans le quartier, et on m'a dit, lui il est comptable, et j'avais besoin d'un comptable. En fait, on n'avait pas les moyens de se payer un comptable, et un jour je le vois passer devant mon bureau, et puis je cours, je sors du bureau, je cours, je dis, Gérard, c'est vous le comptable? Il me dit ouais. J'ai dit, franchement, on a besoin d'un comptable dans l'assaut, on n'a pas de comptable, on n'a pas les moyens de payer un comptable. Et tu vois, c'est cette personne qui était isolée, mais il se retrouve avec son bureau à Isar Attitude, avec les clés du local, et puis voilà, du coup là maintenant il a une vie sociale, il est plus isolé, et puis il check avec tout le monde, et puis voilà. Lui, il doit être épanoui de pouvoir aussi aider sur ce sujet-là. Il a Isar Attitude, maintenant il fait la compta de la cantine. Et il est super épanoui, il a ses clés, il se sent quelqu'un. Alors quand j'ai préparé notre échange, j'étais beaucoup sur le côté alimentaire, au cœur de ma cantine. En fait, on en discute ensemble et ça reste... Ce qui ressort le plus, je trouve, c'est ce côté lien social. Comment on recrée du lien entre les gens et puis on leur redonne aussi... je ne vais pas dire une raison de vivre parce que ça serait peut-être poussé, mais de l'épanouissement du quotidien et le fait de pouvoir s'entraider, c'est hyper valorisant. Et mais quand tu es mis de côté, quotidiennement, comme la phrase du gamin dont tu parlais tout à l'heure, j'ai pas de travail, je suis pas allé à l'école, je fais rien. Quand tu es mis de côté comme ça, pouvoir retrouver de la valeur aux yeux des autres en les aidant, c'est un super cadeau, c'est exceptionnel. C'est super important. Enfin, je sais pas, dans la vie de tous les jours, on a des vies de malades, on n'a pas le temps, on est en train de courir comme des malades, travail, boulot, dodo, et puis d'avoir cette parenthèse là dans un lieu où tu vas pouvoir, c'est la pause quoi. Les gens, ça leur fait énormément de bien, et ils repartent, ils sont contents. Ils ont passé une belle journée, ils ont rencontré de nouvelles personnes, ça crée de nouveaux liens. Tu sais, c'est des personnes maintenant, enfin, je sais pas, il y a des chefs qui étaient bénévoles chez moi, qui font des projets ensemble maintenant. Il y a le chef qui fait des projets avec la ferme. Tu vois, ça crée plein de connexions. C'est super satisfaisant aussi. Ouais, c'est super. Moi, je kiffe. Tu vois, j'aime trop ce qui se passe en fait. Ça se sent. Ouais. J'aime trop ce projet. Est-ce qu'il y a un sujet que tu voudrais aborder? On arrive sur la fin de notre échange. Et un sujet, ça peut être un sujet sur Au cœur de ma cantine, un autre sujet. C'est le moment un peu liberté. De quoi je pourrais parler? Que tu as envie d'aborder.
Bah ouais, en fait, ce que je voulais dire, c'est que les quartiers sont beaucoup dénigrés. Et ça, tu vois, je trouve que c'est un manque de respect par rapport, tu vois, je parle des journalistes et tout ça, c'est un manque de respect par rapport aux habitants qui y vivent et qui font. Les journalistes ne mettent pas assez en valeur ce qui se fait en vrai dans les quartiers. Par exemple, sur les journaux, tu vas avoir que des faits divers, et puis tu vas avoir tous les gens qui vont répondre à ces tu vois, sur les commentaires. Dans les faits divers, tu vois les gens, la haine qu'ils ont en direction des gens des quartiers et des quartiers. Tu vois, tu as des gens qui, par exemple, Isard Trois Coquines, on n'y va pas. Moi, j'ai entendu des commentaires, non, mais moi je viens pas, ça va pas, ce qui se passe. C'est un quartier qui craint. C'est un quartier qui craint et tout, mais en fait, ça veut dire quoi? C'est un quartier qui craint, vient, et puis qui se permet de critiquer ce quartier alors qu'ils n'y ont jamais mis les pieds. Oui. Oui, parce que tu es influencé par le fait que tu as 10 autres personnes qui ont dit ça. Ouais, c'est ça. Il y a le fait divers qui est mis en avant. Ouais, ça contribue à en rajouter. Mais tu as des faits divers et tu as des faits et tu as des choses qui s'y passent et qui sont pas valorisées et qui sont pas. Enfin, je sais pas, le journaliste de maintenant, je trouve que c'est un peu du n'importe quoi parce que c'est beaucoup les faits divers qui vont faire la une des journaux et puis tu vois, c'est le truc du mouton là. Ah ouais, ça c'est. Après, la réalité, et c'est malheureux, hein, c'est que de mettre en avant une fusillade, un acte de violence dans un quartier, pour les médias, c'est beaucoup plus vendeur que de parler de Au cœur de ma cantine. Parce que c'est pas, les gens, ils n'ont pas envie d'acheter ça. Et c'est ça qui est dramatique. Ça pousse à ce que tu partages, c'est cette grosse responsabilité aujourd'hui qu'ont les médias. Exact. Journalistes, alors il y en a, ils sont même pas journalistes, mais cette énorme responsabilité qu'ont les médias dans la dégradation de l'image des quartiers. De l'image des quartiers. Et évidemment, quand tu es habitant d'un quartier et que tu n'arrêtes pas de lire que ton quartier, même des fois, tu vas avoir des commentaires, c'est bien fait pour toi, c'est bien fait pour eux, etc. C'est ça, en fait. C'est comment tu peux. C'est violent, mais c'est très violent. Violent. Mais heureusement qu'on n'y fait pas attention et qu'on continue ce qu'on a à faire et qu'on a créé des alliances super importantes dans le quartier, que ce soit avec des gens, avec des collectivités. Avec le tactique collectif, avec le centre social, avec Certitude, avec les petits débrouillards, avec la ferme, tu vois, il se passe en fait une vie dans les quartiers qui n'est pas assez valorisée, et puis un bel écosystème qui n'est pas assez valorisé non plus, et puis. Mais il n'est même pas mis en avant. On n'entend pas parler. Mais ouais, on n'est pas au courant. On n'entend pas parler. Je te rejoins totalement et c'est malheureux parce que je suis certain qu'il y a plein de gens qui ne sont pas des quartiers qui s'épanouiraient beaucoup plus à justement avoir ces actions d'aide associative, de retrouver un peu du lien avec les gens. Bah écoute, quand on a fait la cantine, on s'était dit, moi ce que je voulais c'est vraiment provoquer les rencontres entre les gens de l'extérieur et les gens du quartier. Mais écoute, ça se fait, ça s'est fait, plein de gens ont créé des liens. Donc je suis assez contente de mon projet. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent en fonction de la plateforme? Qu'est-ce que je pourrais dire? Sachant que Yamina n'était pas du tout au courant des questions avant, c'est du live complet. Je t'ai dit que j'étais cofondatrice de la Climate House à Paris. Alors, je le sais, mais on va dire que dans le cadre de notre échange, on ne le sait pas. Voilà, les gens n'ont pas encore entendu. Tu vois, dans le genre de ne pas se mettre de barrières. Ça, c'est super important. Moi, j'avais envie d'adresser un peu ce message aux jeunes du quartier, aux femmes qui sont beaucoup dans leur zone de confort, qui ont du mal à sortir de leur zone de confort, qui ont du mal à se dire, mais toi, tu parles avec tout le monde. Enfin, moi, ce qu'on me dit, c'est, toi, tu parles avec tout le monde, tu t'en fous, je parle avec tout le monde, mais l'idée, tu vois, par exemple, d'être cofondatrice de la Climate House, c'est aussi de créer des liens. Il y a plusieurs mondes qui nous séparent. Et moi, j'avais envie de créer des liens et puis ce grand réseau d'entraide. Et puis moi, j'imagine que dans ce monde-là, de la place où on est, si on veut transformer, tu vois, on parle de transition écologique, transition environnementale. Si chacun est dans son monde, on ne va pas pouvoir faire une vraie transition. De vraies transitions. Et si on veut faire de vraies transitions et on veut changer le monde et puis améliorer notre monde, je pense qu'il va falloir se confronter et se rencontrer et faire ensemble. Mais faire ensemble en vrai, pas moi dans mon quartier.
la Climate House où elle est, ou d'autres où chacun dans leur zone de confort. Et c'est ce qui manque. La Climate House, juste pour bien situer, c'est ce lieu qui a été créé à Paris, c'est ça, qui rassemble plein de personnes qui aujourd'hui agissent pour la transition. Pour la transition, dans ce superbe lieu qui fait un taf de malade. Hein, il s'y passe énormément de choses. Mais en fait, il faudrait que ce soit à l'échelle nationale. Il faut que ce soit des gens de partout. Enfin, moi, la Climate House, je ne peux pas y aller tous les jours. Donc quand j'y vais, c'est vrai que je rencontre pas mal de monde. Mais si on veut faire bouger les lignes en vrai, il va falloir qu'on se rencontre en vrai et qu'on brise tous les plafonds de verre et qu'on travaille main dans la main. Et moi, l'idée de ce projet, c'est vraiment travailler main dans la main. Enfin, je ne suis pas restauratrice. Je monte un projet de restaurant. Je ne veux pas travailler en cuisine. En fait, j'ai rencontré Kevin Musset, qui est chef exécutif des Restos au pied sous la table et le soulier. Justement, en postant sur LinkedIn cette discussion avec le jeune Hamza, quand je lui ai dit on va monter un resto. Et il a vu cette discussion, en fait, Kevin, et puis il me fait un petit message et il me dit, en fait, j'habite le quartier, je peux aider. Mais il se trouve qu'il est devenu partie prenante du projet, qu'il a dessiné les plans de la cuisine, et puis qu'il apporte cette plus-value énorme à ce projet-là. Et en fait, si on ne s'était pas rencontrés, je crois qu'on n'aurait pas pu faire ce vrai taf autour de ce projet de cantine. Et donc c'est ça, c'est plein de connexions. Qui font que chacun de la place où il est fait bouger les lignes. Donc le chef il fait son taf, moi je fais mon taf, le bénévole fait son taf, chacun fait son taf, chacun sait ce qu'il a à faire, et puis c'est comme ça qu'on, j'imagine, faire changer le monde. Je suis un peu rêveuse, j'ai mon esprit qui vagabonde, mais bon, il faut garder espoir. Non, il y a des choses que tu as partagées, les croyances limitantes. Ça, c'est un truc que je vois tout le temps. Et pour intervenir des fois dans des écoles, parler aussi un petit peu de mon parcours, etc., c'est que des croyances limitantes. Je pourrais pas ci, je pourrais pas ça, mais si je fais ci, ça va faire ça, si je fais ci, etc. Tu te rends compte que les jeunes n'ont pas de rêve. Enfin, moi, je vais au quartier, tu leur dis c'est quoi ton rêve, ils savent pas. C'est pour ça que ne t'excuse absolument pas ici de dire je veux changer le monde. Je crois qu'il faut protéger ce côté enfant qu'on a, cette naïveté qu'on a. Il faut la garder. Ouais, c'est ça. Il faut la protéger. En fait, un des grands drames de notre époque, c'est que les enfants n'ont plus cette naïveté. De plus en plus tôt, on détruit. On organise la destruction de cette naïveté pour être dans un cadre très réglementé, organisé, qui va totalement à l'opposé de ce qu'on veut être en tant que vivant. Totalement. Et ça, c'est dramatique. Et les échanges que tu as avec les jeunes du quartier, toi, tu les ramasses à la petite cuillère après. Et il y en a certains, ça ne m'étonne pas que... Il y en a, ils vont basculer dans une sorte de violence parce que c'est la seule façon qu'ils ont aujourd'hui d'exprimer un truc qu'ils ne savent même pas, le gérer. Ils ne comprennent pas. Déjà, ils ne la comprennent pas, cette violence, et ils ne savent pas la gérer. Et je pense qu'on a tous quand même une part de responsabilité là-dedans. Je crois qu'on ne peut pas nous rejeter la faute que sur celui qui va créer cette violence, du coup. Donc on a tous un taf à faire, on a tous à être bienveillants les uns envers les autres. Et puis je crois que c'est comme ça qu'on va réussir à créer un meilleur monde. Tu sais, il y a, avec Isar Attitude, il y avait une petite jeune qui s'appelle Aya, qui, tu vois, on avait 2 bureaux, et qui rentre un jour et qui me dit Tati, moi aussi je veux un bureau. Donc moi j'avais mon bureau et Nora avait son bureau. Nora, c'était une jeune aussi du quartier qui a commencé en tant que stagiaire et maintenant qui travaille à Isar Attitude. Et qui dit non, mais Nora dit non, mais ça c'est mon bureau. Je dis mais Aya, pour l'instant il n'y a pas de place. Elle me dit bon, c'est pas grave, je prends la table qu'il y a ici. Je dis mais souvent il y a du monde donc ils vont te gêner pour travailler. Et le lendemain elle revient, elle me dit Tati, je sais. Toi, quand tu iras faire tes rendez-vous, moi, je prends ta place et puis moi, je pourrai renseigner les gens. Et tu vois, elle avait déjà cette... tu vois, elle s'était déjà projetée parce qu'on est là et elle nous voit faire. Et puis, elle aussi, elle a envie de faire la même chose. Donc, tu vois, elle avait déjà ce truc de se projeter, de s'imaginer, elle aussi, derrière un bureau et
et faire notre taf. Elle a trouvé sa solution. Ben voilà. Ça a été rapide. Parce que voilà, c'est toujours bienveillant, et puis tu vois, on laisse la place, et puis on n'est pas dans le jugement, et puis on prend chaque enfant comme il est, quoi. Puis on accompagne. J'avais envie de te demander un mot de la fin pour terminer. Le mot de la fin. Qu'est-ce que je pourrais dire? Tu me prends au dépourvu. Mais là, tu as fait plein de mots de la fin qui se sont enchaînés. C'était super à chaque fois. Bah, je sais pas, mon père me disait toujours qu'on avait de la chance d'être en France, qu'on avait la chance d'être né là, d'avoir grandi là, et puis d'avoir cette possibilité de trouver un travail, de s'épanouir. Malgré que quand il est venu en France, ils ont vécu pas mal de galères, mais il a toujours été dans le positif et dans le truc d'avancer dans la vie, malgré toutes les épreuves, malgré toutes les galères. Et puis l'idée, c'est gardons espoir, et puis allons de l'avant. Merci Yamina. Je vais refaire là-bas. Merci Yamina. Avec plaisir.